Docteur Laurent Hennequin, médecin radiologue et délégué départemental de VIA La Voix du Peuple de la Mayenne. Bonjour à tous. Vous êtes également membre du bureau politique de VIA La Voix du Peuple et vous êtes chargé plus spécialement des problèmes de santé et de bioéthique. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec le docteur Hennequin. Docteur Hennequin, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'OMS et quel a été son rôle pendant la gestion de la crise Covid? Alors, l'OMS, si vous arrivez à me dire quel est le rôle que l'OMS a joué dans la crise Covid, ben je vais vous répondre, je n'en sais rien, parce que nous avons vécu quand même depuis plusieurs années une période de délire où plus personne ne comprenait plus rien à rien, et donc j'aurais du mal à vous répondre directement. Alors l'OMS, au départ, c'était une super idée, mettre en commun les connaissances médicales, avoir des statistiques qui permettent de dégager des périls épidémiques, des maladies, mettre en commun pour tous les pays du monde une somme de connaissances, des systèmes d'alerte. Bien sûr, on ne peut que plaider en faveur de l'OMS telle qu'elle a été conçue en 1948 à l'issue de la formation de l'ONU. En fait, je crois que les prémices de l'OMS étaient déjà avant, à l'issue de la grippe espagnole qui avait fait 60 millions de morts dans les années 1918-1919. Il y avait déjà une ébauche, on s'était dit, est-ce qu'il ne faut pas mondialiser nos connaissances médicales? Et pourquoi pas, c'était pas une idée idiote. Ne serait-ce que parce que ça permettait de faire accéder tous les pays du monde à une santé de qualité. Et quand je dis tous les pays du monde, c'est également les pays pauvres, les pays dénutris, les pays au climat et à la géographie plus difficiles que nos pays occidentaux développés. Donc au départ, c'est une bonne idée et un parti comme VIA La Voix du Peuple ne peut que plaider pour l'OMS dans ces cas-là, parce que le VIA a dans son ADN, c'est le souci du plus pauvre et le respect de la dignité humaine. Le problème, c'est que l'OMS a montré bien sûr des dérives. Il y a le problème du mondialisme. Est-ce qu'il faut vraiment adapter des solutions de santé à tous les pays du monde alors que la géographie, la nutrition, la culture, le climat politique sont complètement différents d'un pays à l'autre. Donc je ne pense pas que le mondialisme de l'OMS soit une bonne chose. Et puis vous avez parlé de la corruption, bien entendu. L'OMS était autrefois financée par les 193 ou 194 États membres. Mais les financements se sont modifiés depuis une vingtaine d'années. Ce sont des financements qui sont maintenant possibles par des sociétés privées, par des donateurs dits philanthropes. Le sont-ils vraiment? Dans la mesure où ces donateurs peuvent faire des dons et flécher l'utilisation de ces dons, il est évident qu'on peut avoir des intérêts privés qui s'immiscent dans le fonctionnement de l'OMS avec les problèmes de collusion, de corruption, de conflit d'intérêts, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Autre alerte qui nous rend très circonspects sur cette Organisation mondiale de la santé, c'est la nouvelle définition d'une pandémie. Autrefois, une pandémie, pour moi qui ai fait des études de médecine dans les années 70-80, une pandémie, c'est une maladie contagieuse, plutôt qui a tendance à se balader d'un pays à l'autre, à contaminer beaucoup de monde et à être grevée d'une forte mortalité, d'une forte morbidité. Pour moi, une pandémie, c'est ça. Or, l'OMS a redéfini la pandémie comme une simple maladie contagieuse, transmissible à plusieurs pays, mais sans le critère de mortalité. Et pour moi, c'est une aberration. Voilà. Je pourrais poursuivre longtemps sur l'OMS, mais donc, alors, faut-il sortir de l'OMS? Jean-Frédéric Poisson, notre président de VIA La Voix du Peuple, n'est pas forcément favorable, mais bon, il se pose la question. Nous sommes en train de rédiger un petit livre que nous allons mettre en vente, qui est en pré-vente actuellement, et qui s'appelle OMS, l'overdose. Et le sous-titre, le deuxième titre, c'est « Pour que la France s'en sorte, faut-il en sortir ?» Donc je ne sais pas si on doit en sortir, mais en tout cas, VIA La Voix du Peuple, on se pose la question et on se la pose sérieusement. Surtout après l'expérience de la crise Covid dont on va parler. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Hennequin. Lors de la préparation de cette table ronde, vous nous avez fait mention du fait que
les effets secondaires, parce que bon, on va faire un peu une transition, parce qu'effectivement, il y a eu toute la gestion pendant la crise Covid, mais maintenant, on a les répercussions et les séquelles de cette gestion. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de la gestion des effets secondaires et de la manière dont on en parle aujourd'hui, notamment dans les institutions internationales comme l'OMS, et ce qui est fait Alors, les effets secondaires, bien sûr, ils ont été niés, mais bon, alors en 5 minutes, résumer ce qui, moi, médecin, pour quelle raison j'ai été choqué par le traitement politique de cette crise sanitaire, mais je pourrais développer ça sur 3 heures. Enfin, en 5 minutes, ça va être difficile. Je peux prendre, par exemple, comme médecin, on a interdit à des médecins libéraux, des médecins de ville, des médecins de famille, de prescrire, mais enfin, l'ordre des médecins ne s'est pas inquiété que la liberté de prescription, qui est quand même fondamentale, qui est un pilier du code de déontologie médicale et qui est soutenue en principe par l'ordre des médecins, cette liberté de prescription a été mise à mal. On a confiné une population pour une maladie finalement. Alors je vais choquer certaines personnes qui ont peut-être eu des décès de Covid, je sais. J'ai observé moi-même cette épidémie arriver. J'ai été chef de service dans un gros hôpital, un gros centre hospitalier régional de l'Est de la France, en Moselle. Et j'ai donc vu arriver sur mes scanners ces pneumopathies Covid. Je ne les nie pas. J'ai pu observer, j'ai fait des statistiques à l'époque. Il y avait une très belle courbe de Gauss, avec un pic. Alors ça a démarré, effectivement, quand j'étais de garde le samedi 14 mars. J'ai vu arriver des patients avec des pneumopathies typiques. Donc je ne nie pas la réalité, je ne nie pas la mortalité de cette crise initiale. La mortalité s'explique parce que vous avez un virus qui est inconnu du monde entier, qui est probablement fabriqué, mais peu importe, là n'est pas le problème, intentionnel ou pas, je n'en sais rien. Un virus qui arrive sur une population naïve, c'est-à-dire immunologiquement naïve, qui n'a jamais connu un antigène de ce type et qui, bien sûr, ne peut pas se défendre. Donc, obligatoirement, vous allez avoir des décès. Mais les facteurs de risque ont été très rapidement connus. Le grand âge, la surcharge pondérale, les comorbidités, notamment cardio-respiratoires, l'insuffisance rénale, tous ces facteurs de risque ont été assez rapidement connus et je ne comprends pas pourquoi, après les 15 jours, 3 semaines où on a été tétanisé, on ne savait pas quoi faire, on a continué de confiner, on a continué de fliquer les citoyens, alors on a confiné des personnes qui étaient à faible risque, qui avaient peu de chances de faire des maladies d'une forme grave, et donc on a bloqué l'économie d'un pays. Pour moi, ça me paraît toujours aberrant. Donc, en tant que médecin, je pourrais décliner pendant des heures et des heures les aberrations qu'on a connues. Pour finir, on était en dissociation cognitive, c'est-à-dire qu'on avait des informations et des contre-informations en permanence. On a joué sur la peur, on a télévisé tous les soirs, il y avait le compte des décès. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de décès par jour en France? J'ai posé la question à mes proches qui me contestaient, que je me scandalise. Combien est-ce qu'il y a de décès par jour en France? Alors on annonçait le Covid, 250, 300, dans les jours les plus sombres. Mais il y a en fonction des saisons, il y en a moins en été qu'en hiver, pour des problèmes climatiques et de froid, il y a entre 1800 et 2200 décès par jour en France. Et ça, oui, autant. Oui, il y a 600, 700 000 décès par an. Vous divisez par 365, vous avez à peu près ce chiffre-là. Donc, on a joué sur la peur, on a instrumentalisé la peur. D'ailleurs, nous sommes en guerre, c'est quand même un vocabulaire qui est très inquiétant. Et donc, cette dissociation cognitive, et j'en finirai par là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire aujourd'hui, s'il fallait, je n'en sais rien moi-même, est-ce qu'il fallait boire ce café debout ou assis? Bon. Pourquoi est-ce que papy et mamie allaient manger la bûche de Noël le soir de la bûche de Noël dans la cuisine? On pourrait décliner ça, mais à l'infini. Je suis encore, en tant que médecin, choqué par le fait qu'on a pris cette crise sanitaire à l'envers. Alors on parle du vaccin, si on peut appeler ça un vaccin, si on fait une injection génique, ARNM. Alors déjà, pour moi, c'est fondamentalement une source potentielle de maladies auto-immunes. On nous injecte une protéine spike qui nous permet, on n'injecte pas la protéine spike, excusez-moi, on injecte de l'ARN qui va rentrer dans mes cellules, qui va demander à mes ribosomes, qui sont des petits constituants intracellulaires, mes ribosomes de fabriquer la protéine spike pour que moi-même, je fabrique les anticorps qui soient dirigés contre la protéine spike pour que le jour où le virus va arriver dans mon système respiratoire, je puisse le combattre. Enfin, c'est complètement ahurissant. Alors c'est une technique, à mon avis, qui est expérimentale. Nous n'aurions jamais dû imposer une telle vaccination à une population entière.
On aurait dû tracer les patients malades ou tracer les gens à risque, les tester, les confiner s'ils étaient positifs ou s'ils étaient malades et symptomatiques, et puis les traiter. Et on a interdit tout ça pour promouvoir la vaccination. On peut se poser la question des risques de corruption. Oui, effectivement, Big Pharma, les industries pharmaceutiques ne sont pas des philanthropes, ils sont là pour faire du chiffre, et ils préfèrent bien entendu vendre un vaccin cher à une population mondiale plutôt que de proposer à une certaine catégorie de patients à risque un médicament qui est utilisé depuis des dizaines d'années et qui est très peu cher et qui n'a pas des complications, des effets secondaires aussi importants que ceux qu'on a découverts pour le vaccin. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu ému en parlant de ça parce que je ne comprends toujours pas, donc la dissociation cognitive pour moi continue. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est la question que je posais à mes amis qui me contestaient sur mes propos. Qu'est-ce qui est arrivé à notre pays? Et j'aimerais bien avoir la réponse. J'aimerais bien avoir la réponse parce qu'il faut apaiser notre pays. Il n'y a pas de paix si on n'arrive pas à pardonner. Et il n'y a pas de pardon sans justice. Et il n'y a pas de justice sans vérité. Donc cette vérité, il faudra qu'elle sorte, il faudra la dire. Et c'est pour ça que je suis là.